Bah, tu peux peut-être les accepter. On va lancer, leur dire on va attendre un petit peu. Vas-y. Je lance. Hein. Non. On accepte. On commence. Vas-y. Ouais, tu peux accepter. Tu peux accepter. Bonjour à tous. Ça arrive. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Vous êtes très nombreux à être présents aujourd'hui. On va juste attendre quelques petites minutes le temps que tout le monde se connecte. Bonjour Stéphane. Bonjour Amélie. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient déjà présentes ce matin. Merci de nous suivre. Je vais en profiter peut-être pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Hélène Durier, je suis directrice marketing chez Customs Bridge. Et donc, petit rappel, vous faites partie des participants à nos Hockey Days, la première édition. Donc, ça se passe aujourd'hui et demain. C'est un événement qui est 100% digital et gratuit aussi. On accueille une quinzaine d'experts sur 8 thématiques, sur 8 webinars. Pour ceux qui m'ont déjà posé la question ce matin, je le redis ici, si vous n'êtes pas inscrit à toutes les thématiques, il n'y a pas de souci, vous pouvez quand même participer à tous les webinars directement depuis votre espace participant en cliquant sur la thématique en question et vous n'avez juste à cliquer sur accéder au live pour avoir le lien de la visio. Voilà, je vois qu'on continue à avoir des nouvelles personnes. Peut-être en attendant les retardataires, je vais peut-être vous présenter vos deux intervenants de la thématique. Donc, on accueille Tiffaine Bernard, qui est avocate au cabinet LHLF, et David Canarvolan de chez Clasquin. Je vais peut-être vous laisser vous présenter vous-même en quelques mots. Tiffaine, peut-être? Je commence. Merci beaucoup, Hélène. Donc, Tiffaine Bernard, effectivement, je suis avocate au sein du cabinet Lighthouse LHLF. On est un cabinet qui est spécialisé en fiscalité internationale, TVA, prix de transfert et douane. Je suis manager de l'équipe douane. On fait toute la journée que du droit douanier. Donc, on assiste nos clients, nos sociétés, dans leurs opérations d'import, export, traitement douanier, etc. On est déjà intervenu ce matin lors du webinaire sur la revue des jurisprudences et des actualités jurisprudentielles. Et je laisse la main à mon co-animateur David Canarvolan. Alors, juste avant que tu te présentes, David, on me dit qu'il y a un gros écho. Je ne sais pas si ça vient de Tiffaine. Ah, alors moi, il n'y a personne d'autre chez moi. David, essaie de parler pour voir. Bonjour. Donc, j'ai l'impression que ça vient de chez toi, Tiffaine. Le son, parce que pour David, c'est OK. Je vais l'arrêter. Gros écho chez Tiffaine seulement. OK. Ben, vas-y, David, je t'en prie, pendant que Tiffaine s'occupe du micro. Parfait. Alors, bonjour, David Canarvolan. Donc, moi, je travaille chez Clasquin, qui est un transitaire, un orchestrateur de transport intercontinental. Donc, la douane chez nous, le passage de frontières en général, c'est le cœur de notre expertise opérationnelle. Et chez Clasquin, moi, je m'occupe de la partie conseil en performance des supply chains intercontinentales et conseil en décarbonation.
de ces supply chains. Et donc, on verra des sujets solutions de décarbonation dans la deuxième partie de ce webinaire. Merci David. Ok, donc je ne sais pas si Tiffaine, c'est ok pour toi le micro. En attendant, je vais vous présenter rapidement de quoi on va discuter aujourd'hui. Donc, on va parler de déforestation, on va parler de travail forcé, donc évidemment le MACF, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et comme le disait David, on va également parler de décarbonation. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau pendant la présentation ou bien à la fin de la présentation sur le moment de questions-réponses. Le webinaire est enregistré et il vous sera envoyé à l'issue de la thématique avec les slides. Donc, n'hésitez pas. Et évidemment, pour les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, on vous ajoutera une slide de questions-réponses où on reprendra toutes les questions et toutes les réponses dans le support de présentation. Voilà. Alors, je pense que c'est Tiffaine qui commence. Si le micro est OK. Non, je pense pas. Il y a toujours un Si, écho, c'est non? bon. C'est bon? Chez moi, c'est bon. Ça a l'air d'aller. Pour nous aussi. Magnifique. Ok, super. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais voilà. Et ben, merci beaucoup. On va commencer du coup avec la première réglementation éthique écologique qui nous intéresse. C'est celle qui porte sur la déforestation et la dégradation des forêts. Donc, c'est un règlement européen, c'est une réglementation européenne qui vise à interdire de mettre sur le marché européen ou d'exporter plutôt certains produits causant la déforestation ou qui sont issus d'une chaîne d'approvisionnement liée à la déforestation, à la dégradation des forêts. Donc, dans un premier temps, on a ciblé uniquement certains produits, secteurs. Donc, on va viser les bovins, le cacao, les palmiers à huile, donc l'huile de palme, le caoutchouc, le soja et le bois, et tous leurs produits dérivés. Donc, par exemple, pour le bovin, on va retrouver le cuir. Pour le caoutchouc, on va retrouver par exemple tout ce qui est joint en caoutchouc, etc., etc. L'idée, c'est vraiment d'empêcher la déforestation et de mettre une responsabilité sur les opérateurs européens, donc tant lorsqu'on exporte que lorsqu'on importe, qu'on met à la consommation sur le marché. Donc, les produits seront autorisés sur le marché européen et à l'exportation uniquement s'ils sont zéro déforestation, c'est-à-dire qu'on est capable de prouver qu'il n'y a pas eu de zone déforestée après le 31 décembre 2020. Également, ils ont été extraits conformément à la législation du pays de production. Donc, ça va au-delà juste d'une simple déforestation. C'est le respect des réglementations éventuellement locales et spécifiques. Et enfin, une traçabilité avec le fait de remplir une déclaration électronique avec le code du produit, sa quantité, son origine, etc., la parcelle, etc. Je te laisse, Hélène. Merci. Et donc, on a une obligation, du coup, qu'on va appeler de diligence raisonnée. Donc, en fait, l'idée derrière cette diligence raisonnée, c'est une notion qu'on va retrouver dans beaucoup de règlements européens dont on va parler pendant ce webinaire. L'idée, c'est qu'en fait, tous les opérateurs doivent avoir une traçabilité relativement complète de leur chaîne, tant d'approvisionnement que de vente, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se cacher ou se dédouaner, sans mauvais jeu de mots, parce que voilà, on a passé un fournisseur de rang 2, de rang 3, etc. L'idée, c'est vraiment de maîtriser chaque rang, chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement. Et donc, pour ce faire, il faut faire ce qu'on appelle une diligence raisonnée. Donc, quelles sont les étapes? La première étape, je vais vérifier quels sont les produits que je mets sur le marché ou que j'exporte. Alors, mais sur le marché, c'est vraiment lorsque, par exemple, vous importez, vous faites une déclaration de mise à la consommation. Donc, identifier les produits. Les produits sont listés en annexe du règlement européen. Donc, vous avez vraiment les codes douaniers. On se base toujours sur cette fameuse notion de code douanier en référence à la nomenclature internationale. Une fois que j'ai identifié les produits et que éventuellement, j'ai des produits qui sont soumis, je vais recueillir les informations nécessaires pour assurer la conformité de mon produit à la réglementation européenne. Donc, je vais contacter mes fournisseurs, je vais vérifier effectivement que ce ne sont pas des zones qui ont été déforestées, etc., etc. Une fois que j'ai collecté toutes les informations et les éléments de preuve nécessaires, je vais faire un dépôt de la déclaration de diligence raisonnée. Donc, c'est vraiment une feuille où je vais expliquer les mesures qui ont été mises en œuvre, expliquer également les justificatifs, les preuves que je peux ramener qui prouvent la conformité au règlement européen.
Et enfin, une fois que j'ai déposé cette déclaration de diligence raisonnée, on a un numéro de référence à indiquer sur la déclaration en douane d'export ou d'import. Et donc, on met à l'exportation ou à la mise à la consommation. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question qui était assez pertinente. Je me permets de la prendre tout de suite. Devons-nous demander des diligences raisonnées auprès de nos fournisseurs européens? Alors, effectivement, le fournisseur européen, là, c'est une réglementation qui va s'appliquer, on va dire, tant à des produits importés qu'à des produits qui sont déjà sur le marché européen. Donc, ça s'applique à des fournisseurs européens qui sont, eux, obligés de remplir une diligence raisonnée. Alors, effectivement, l'application, on n'est pas encore dans une application de mise en œuvre, mais c'est quand même recommandé de s'assurer que le produit qu'on achète est conforme à la réglementation. Donc, même si l'obligation ne nous incombe pas de remplir cette diligence raisonnée, il est quand même recommandé éventuellement de la recueillir ou de s'assurer que ça a été pris en compte. Voilà. La diligence raisonnée, je réponds pareil à une question, doit être déposée sur une plateforme spécifique qui va être mise en œuvre, qui va être créée dans les prochains mois. Parce que pour certains qui avaient suivi, qui avaient déjà anticipé, normalement, la réglementation devait rentrer en vigueur le 30 décembre dernier pour les opérateurs et les commerçants. Et ça a été repoussé dû aux difficultés pour les sociétés à se mettre en conformité et parce que ça allait très vite en fait dans la mise en œuvre de la réglementation. Donc, c'est repoussé désormais au 30 décembre 2025. Donc, au cours de cette année, on devrait avoir des précisions sur la mise en œuvre effective. Je me permets de prendre les autres questions. Alors, la diligence raisonnée doit-elle être faite à chaque déclaration d'import? Oui et non, dans le sens où vous pouvez faire une déclaration raisonnée pour un produit. Donc, une fois que vous avez le numéro, vous pouvez réutiliser le même numéro, mais ce numéro doit être indiqué dans chacune de vos déclarations import. Donc, pas besoin de faire une déclaration pour chaque import. Par contre, le numéro doit être renseigné dans chacune déclaration. Et à l'export, pour quelle raison le numéro doit-il apparaître? Parce que il y a une interdiction d'exporter des produits issus de la déforestation. L'idée n'étant pas uniquement de viser des déforestations qui auraient lieu hors UE, parce qu'en fait, il y a des déforestations au sein de l'UE, ça a été un constat, notamment plutôt vers la Roumanie, etc. Et du coup, l'idée, c'était de viser vraiment tous les pays européens de l'Union européenne et donc d'éviter en fait qu'il n'y ait dans le commerce international aucun produit qui soit issu de la déforestation, du moins d'un point de vue UE. Voilà. Et donc, pour finir, comment on se prépare concrètement? Eh ben, on identifie les produits concernés. Ça, c'est vraiment le premier point. Un petit focus, on ne l'a pas précisé parce que voilà, ça serait trop long, mais un petit focus sur les emballages, tout ce qui est palettes en bois. Donc, on a vu que le bois était un produit visé, donc les palettes en bois sur les dérivés, donc tout ce qui est emballage en bois qui serait éventuellement réutilisable et qui serait importé seul, donc sans un produit pour lequel il emballe, si vous voulez, eh ben, il serait soumis à ces obligations. Donc, attention à ces points-là. On identifie dans la chaîne d'approvisionnement la société qui est en charge de faire cette diligence raisonnée. Donc, c'était la question qu'on a eue sur j'achète à des fournisseurs européens. Bah, c'est en amont, c'est ceux qui mettent sur le marché qui sont effectivement obligés. Donc, bien identifier la personne responsable, se mettre d'accord sur la personne qui va faire la déclaration raisonnée, collecter les informations, s'assurer de la déforestation. Donc, s'assurer de la déforestation, bah, c'est par exemple le cas on vous a mis un petit cas pratique, c'est la société Mars, qui avait un gros problème de déforestation lié à la production de cacao, donc pour les chocolats, évidemment. Et donc, il y a eu Mars a d'ores et déjà, notamment en vue de cette réglementation, lancé un programme de certification pour assurer de la zéro déforestation. Et donc, ça passe notamment par une réduction drastique de son nombre de fournisseurs. Et du coup, en limitant le nombre de fournisseurs, bah, finalement, on limite le nombre de données à collecter et on assure finalement notre conformité. Et donc, on assure voilà, cette stricte traçabilité de sa chaîne d'approvisionnement. On sécurise contractuellement. Un point très important, c'est vraiment les nouveaux enjeux, la sécurisation contractuelle. Nos fournisseurs ne doivent pas nous fournir des produits issus de la déforestation. Notre fournisseur doit nous communiquer les informations pertinentes. Notre fournisseur ne peut pas faire un changement d'approvisionnement sans nous en faire part, etc., parce que ça peut avoir des répercussions sur nos obligations. Et enfin, on remplit la déclaration de diligence raisonnée. Voilà, donc je réponds aux questions. Alors, il y a beaucoup de questions, je vais essayer peut-être de les sélectionner. Alors,
Par exemple, est-ce qu'il y a un modèle type de déclaration de diligence raisonnée? Alors, ce sera sur une plateforme directement. Les informations qui sont à collecter sont effectivement prévues dans la réglementation. Il y a en effet des directives qui vous permettront de faire cette déclaration de diligence raisonnée. Est-ce que c'est aussi complexe que MACF et CBAM? Alors, non, normalement, ce sera un petit peu moins complexe dans la mesure où il n'y a pas de calcul d'émissions, c'est vraiment prouver qu'il n'y a pas eu de déforestation. Voilà. Et ça fait partie des réglementations à anticiper d'ores et déjà. Première étape, on identifie les produits et ensuite on collecte les informations. Voilà. Alors, je pense qu'on peut passer du coup à la prochaine réglementation qui est dans le même ordre d'idée, ça va être la même logique, sauf que l'application est un peu plus tardive. Donc, pour rappel, hein, déforestation, ça va être du coup 30 décembre 2025, si ce n'est pas repoussé encore une fois. Deuxième réglementation dont on voulait vous parler, c'était le règlement interdisant la mise sur le marché, la mise à disposition et l'exportation de produits issus du travail forcé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu ce fameux scandale lié au travail forcé de la communauté ouïghour. Lié à ce scandale, différents États, dont l'Union européenne, ont pris des réglementations. Donc, les États-Unis ont été un peu pionniers, parce que bon, l'Union européenne, quand on prend une décision, c'est 27 États qui doivent se mettre d'accord, donc c'est toujours un peu plus lent. Les États-Unis, pour faire un petit parallèle, ont décidé vraiment de se concentrer uniquement sur la communauté ouïghour. Donc, c'est interdiction d'importer des produits issus du travail forcé de la communauté ouïghour. Dans l'Union européenne, c'est un choix différent qui a été fait. C'est tout produit, toute marchandise issue du travail forcé sera interdite sur le marché européen ou à l'exportation depuis l'Union européenne, comme pour la déforestation. Et ça concerne absolument tout produit, matière première, semi-fini, fini, quelle que soit leur origine, quel que soit leur secteur. Donc pareil, on ne vise pas que des produits hors UE, on vise également des produits européens, puisqu'il peut y avoir du travail forcé au sein de l'Union européenne. Donc, la logique est la même. On ratisse vraiment très large. Pour le moment, donc, le règlement est en vigueur, mais on a une application complète qui est attendue en décembre 2027 et on devrait avoir des informations qui vont être publiées courant 2025 et plus tard 2026. Comment on se prépare? Alors, c'est la même logique que pour le travail forcé, donc il n'y a pas de présomption c'est pas parce que vous importez un produit de tel endroit, etc., qu'il y a une présomption que vous ne remplissez pas et que c'est à vous de démontrer. Non, c'est l'inverse, c'est pareil, c'est comme le principe de raisonné. La responsabilité est sur les opérateurs. En cas de contrôle, je dois justifier que je remplis effectivement les obligations. Donc, comment ça se passe? Je fais un audit de mes partenaires, puisque là, on n'a pas besoin d'identifier les produits concernés, c'est tout produit. Donc, audit des partenaires. On établit une procédure garantie le travail forcé. Donc, ça peut être une procédure interne si, par exemple, on a une usine de fabrication, voilà, on s'assure du process interne de cette usine, ou un partenaire, une filiale, etc. J'assure, pareil, toujours une traçabilité stricte de ma chaîne d'approvisionnement. Ça, de manière générale, on sait, on a bien conscience, nous, en tant que conseil, que c'est remettre énormément de responsabilités sur les opérateurs et que voilà, c'est difficile de collecter des informations. Par contre, l'Union européenne, elle, toutes les nouvelles réglementations tendent à cette traçabilité absolument totale. Et il y a pas mal de nouvelles plateformes, de nouveaux prestataires qui se mettent, qui s'engouffrent dans cette voie parce qu'en fait, on sait qu'on ne pourra plus se cacher derrière nos fournisseurs ou nos clients. Donc, c'est traçabilité stricte de sa chaîne d'approvisionnement. On fait des audits, on envoie des gens sur place, on fait des checks, on scanne les produits pour s'assurer des conditions, etc., qu'il n'y a pas de travail forcé. Et encore une fois, on sécurise de manière contractuelle par l'ajout de clauses spécifiques afin de rappeler à nos fournisseurs nos obligations en tant qu'opérateurs européens, parce qu'ils ne sont pas forcément confiance, et surtout les amener, pouvoir éventuellement, en cas de difficulté, se retourner contractuellement contre eux, nous prémunir commercialement seulement de ça, mais on le rappelle, en tant qu'exportateur, importateur, vous êtes toujours responsable de vos produits. La sécurisation contractuelle, ça vous permet de limiter les risques de non-conformité et ça vous permet juste une action, on va dire, commerciale ensuite dans un second temps. Et un petit exemple, c'était l'exemple d'Apple. Donc, effectivement, Apple fait face à une demande croissante donc de call-bats pour ses batteries rechargeables.
Pour l'extraction de colbats, il y a eu effectivement, donc, notamment en RDC, République démocratique du Congo, des nombreuses alertes sur les conditions inhumaines et sur du coup des cas de travail forcé. Et du coup, Apple a pris des mesures pour avoir une certaine transparence de sa chaîne d'approvisionnement, en menant notamment des audits, en exigeant des certifications éthiques de ses fournisseurs. Et donc, c'est ce qui est attendu des opérateurs, c'est des garanties de leurs fournisseurs. On peut plus, voilà, il faut vraiment prendre des mesures qui sont concrètes. Merci Tiffaine. Peut-être avant de passer à la prochaine réglementation, il y a 2-3 petites questions dans le chat. Je vais regarder ça. Alors, comment peut-on savoir si ces produits sont issus du travail forcé? Alors, très bonne question. En fait, un des meilleurs moyens, et c'est assez difficile, hein, c'est obtenir des garanties en fait, de son fournisseur. Donc, les garanties, ça peut être déjà des engagements qui sont contractuels. Votre fournisseur s'engage à ne pas faire de travail forcé. Et c'est aussi utiliser des sources externes. Donc, solliciter une inspection, un audit sur place, collecter des informations qui sont accessibles à tout le monde, hein, je dis n'importe quoi, mais une recherche Google sur un fournisseur vous permet éventuellement de voir s'il y a déjà eu des scandales liés au travail forcé, etc. C'est en fait vraiment un faisceau d'indices, mais le mieux, c'est vraiment aller sur place. Il y a beaucoup de cas et beaucoup de réglementations, on va dire, douanières, pour lesquelles on doit vérifier nous-mêmes les informations. Et donc, il y a déjà des sociétés qui ont pris le pli, qui ont l'habitude d'auditer leurs fournisseurs. Et donc, c'est vraiment le principe de base, on va dire, c'est l'audit. Documents et process types pour effectuer ces audits, pas type, mais il y a des méthodologies, il y a des bureaux qui sont spécialisés dans les audits d'entreprises selon les domaines, ce qu'on cherche à vérifier. Donc, c'est vraiment se rapprocher d'éléments sur place. Ça peut être une équipe en interne qui est spécialisée là-dedans, un prestataire externe, etc. Et audit de 100% des fournisseurs. Alors, ça, c'est toujours la balance, hein, c'est le risk management en entreprise. Vous avez une interdiction, vous avez des obligations en termes d'opérateurs. Si mandater un audit sur 100% de vos fournisseurs, c'est des contraintes, des mesures qui sont démesurées par rapport à vos imports, c'est vous qui qui faites le choix en interne. Il faut avoir conscience de vos obligations. L'audit n'est pas obligatoire, hein, c'est juste une mesure qui vient sécuriser davantage, mais vous pouvez prendre d'autres mesures qui sont moins contraignantes, qui ont des conséquences un peu moindres en matière financière. Il y a d'autres solutions qui peuvent être réalisées si jamais le montant de vos importations ne vaut pas des audits sur place, ce qui est complètement compréhensible. Et enfin, on va aussi finir avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc le fameux MACF. Je pense que la plupart d'entre vous en ont entendu parler. Hein, c'est une taxe carbone, qu'on appelle une taxe carbone aux frontières, c'est-à-dire que lorsque vous importez des produits de certains secteurs, donc acier, aluminium, ciment, électricité, hydrogène, engrais azoté, vous devez déclarer les émissions de CO2 qui sont liées à la production de ces marchandises et donc soumettre trimestriellement un rapport MACF. Donc, la plupart d'entre vous l'ont peut-être déjà fait. Donc, on déclare les quantités d'émissions et à partir de 2026, on sera obligé d'avoir le statut de déclarant MACF pour pouvoir importer les matières visées. Donc, pareil, comme pour la déforestation, les matières visées sont listées en annexe du règlement. C'est par code douanier. Si vous n'êtes pas listé, vous n'êtes pas concerné. Donc, bien attention à vérifier les codes, c'est la première étape. Donc, vous devriez, si vous êtes concerné, vous devrez avoir le statut de déclarant MACF. Vous devrez continuer à déposer vos rapports puisque là, le règlement est déjà en vigueur de manière transitoire. Et enfin, à compter de mai 2026, vous devrez acheter des certificats MACF. C'est-à-dire que pour chaque quantité de CO2, un montant de certificat sera alloué, etc. C'est comme le système d'échange de quotas européen actuel. Ça fonctionne sur le même principe. Le prix, d'ailleurs, sera annexé sur le prix du système d'échange européen. Donc, on a eu la phase transitoire qui a débuté en octobre 2023, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant, et ce sera en vigueur de manière complète au 1er janvier 2026. Donc, c'est vraiment la dernière année pour se mettre à corps, solliciter vos fournisseurs pour récolter les informations. Parce que les risques, c'est quoi? D'abord des sanctions douanières, des pénalités. Vous pouvez perdre votre statut de déclarant MACF. Si vous perdez votre statut de déclarant MACF, vous ne pouvez plus importer les marchandises qui sont listées. Et ça, c'est extrêmement facile pour les douaniers à voir. Si vous voulez, quand vous remplissez votre déclaration,
peut y avoir des bips automatiques, pas de statut, hop, pas d'importation. Donc, risque de blocage. Donc, risque de blocage des marchandises, c'est du coup, par conséquent, un risque commercial, puisque vous n'êtes plus en mesure d'avoir vos engagements, de respecter vos engagements commerciaux. Et enfin, un risque réputationnel, puisqu'en fait, le but du MACF, c'est quand même la protection de l'environnement, limiter les émissions de CO2. Si on sait que vous êtes une société qui ne remplissait pas vos obligations, bah, c'est un peu une société dont l'environnement n'est peut-être pas la priorité. Donc voilà. Et du coup, Hélène, je te laisse passer la slide suivante. Comment on se prépare? Première étape, on identifie les produits et les flux concernés. Pourquoi les flux concernés? C'est la petite subtilité par rapport peut-être à la déforestation, c'est qu'on va vraiment concerner uniquement donc, la mise en libre pratique dans le marché de l'Union européenne, donc à l'importation, et certains pays, certains produits sont exonérés, par exemple, tous les produits originaires de Suisse. Alors, quand je dis originaire, c'est au sens douanier, c'est pas la provenance, hein, c'est l'origine du bien, donc fabriqué en Suisse. D'autres exceptions sont à venir. On attend notamment le Royaume-Uni qui est en train de mettre en place son propre MACF, pour ceux qui n'avaient pas l'information, qui devrait être un petit peu plus pragmatique que le nôtre. Apparemment, ils sont en train de s'inspirer de nos erreurs pour faire quelque chose d'un peu plus concret et simple d'utilisation, puisque pour ceux qui ont le nez dedans, c'est loin d'être facile, puisqu'il faut que vous contactiez vos fournisseurs pour obtenir les informations. Donc déjà, obtenir les informations des émissions, c'est pas forcément facile. Il faut ensuite interpréter ces émissions pour pouvoir les remplir dans le fameux rapport MACF, qui doit être donc rempli tous les trimestres, je le rappelle, ça c'est vraiment vos obligations. Si là, un petit conseil pratique, si vous avez des difficultés à collecter des informations de vos fournisseurs, vous avez encore la possibilité de remplir vos rapports en mettant informations data non disponibles. On vous conseille vraiment de remplir vos rapports, même si les informations sont fausses. Pour le moment, il n'y a pas de certificat MACF, il n'y a pas de calcul qui est fait. Par contre, la douane a bien indiqué qu'elle punirait en priorité, elle sanctionnerait, en priorité les sociétés qui ne remplissent pas le rapport. Donc, priorité numéro 1, je remplis mon rapport, même si voilà, j'ai des données qui sont un petit peu difficiles à obtenir. Et dès mars 2025, je pourrai solliciter mon statut de déclarant MACF. Anticipez bien ce point, puisqu'à partir de janvier, ce sera obligatoire. Donc, s'il y a un délai d'attente, vous ne pourrez pas importer immédiatement. Donc, dès mars 2025, je dépose ma candidature. La procédure, pareil, a été publiée par l'administration. Et enfin, en 2026, je commencerai à acheter des certificats par rapport à la quantité d'émissions de CO2 que je déclare à l'importation. Et donc, on a effectivement comme petit cas pratique ArcelorMittal qui produit de l'acier qui est très, très fortement émetteur de CO2. Et donc, il y a eu beaucoup de projets qui ont été lancés par la société pour réduire les solutions, notamment avec des technologies d'hydrogène vert ou également des constructions de fours électriques. Donc, tout ça vraiment dans un but d'être moins polluant, mais aussi de finalement limiter un peu l'impact financier du MACF parce que les certificats auront un coût. Et donc, optimisation de la chaîne d'approvisionnement pour réduire les émissions des producteurs tiers. L'idée du MACF, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est forcer les pays, on va dire, producteurs à prendre des mesures visant à limiter les émissions de CO2 parce qu'en fait, du coup, les producteurs européens se retrouvent pénalisés. Donc, le but, c'est d'avoir un rayonnement international. Je vais prendre quelques questions. Le statut de déclarant MACF, c'est uniquement pour pouvoir importer les marchandises. Et après, forcément, pour acheter. Mais déjà, l'importation sera bloquée si vous n'avez pas ce statut de déclarant MACF. Pour les MACF UK, je n'ai pas de date de mise en action. Là, ils sont vraiment dans la réflexion du projet, rédaction du projet, mais on tiendra informé. Et effectivement, est-ce qu'il y a des cabinets spécialisés dans le type de déclaration? Il y a des prestataires externes qui sont en train de se former à l'interprétation des données fournies par les fournisseurs tiers, mais également la collecte de ces informations. Si vous voulez, on pourra communiquer via Custom Bridge quelques données en complément. Voilà. Du coup, ça permet de clôturer sur ces 3 réglementations qu'on a sélectionnées, éthique, écologique, où l'idée, c'était vraiment de vous présenter ces nouvelles réglementations. Il y en aura d'autres, c'est vraiment à prévoir, c'est vraiment dans le bout du moment.
Donc voilà, soyez vigilants, assurez votre traçabilité, préparez-vous et puis n'hésitez pas à contacter des experts, des prestataires externes pour assurer votre conformité aux obligations européennes. Merci Tiffaine. Eh bien, merci Tiffaine. Donc, je vais enchaîner pour la deuxième partie de ce webinaire. L'idée est bien de faire un panorama de tous ces règlements, toutes ces contraintes. Vous avez bien identifié qu'il y a eu un point d'inflexion que certains appellent le tsunami réglementaire tout autour de cette partie environnementale. Mais on a ce volet-là qui se met en parallèle avec des solutions. Alors, comment est-ce qu'on décarbone? On ne va pas travailler sur le sujet de l'aluminium bas carbone, l'acier bas carbone, qui sont des sujets de vos expertises propres, mais on va se concentrer sur le sujet de la supply chain en elle-même. Et en méthodologie, je vais vous proposer ça sous forme de 3 grandes questions. C'est comment est-ce qu'on décarbone? Deuxièmement, où sont les principaux gisements? Pour ceux qui ont fait plusieurs tours de bilan carbone dans leur entreprise, ils ont commencé à identifier ces gisements, mais il restera la question de où sont les solutions actionnables. Donc, on peut aller au slide suivant, Hélène. Donc, je vous ai représenté ici de manière assez synthétique une supply chain dite linéaire, du composant jusqu'à l'entreprise qui ici est symbolisée en bleu, jusqu'à la distribution des produits, leur utilisation pendant toute leur durée de vie, et puis jusqu'au recyclage ou décyclage du produit. Donc vous voyez que en bleu, on a dans quelque chose qu'on appelle des scopes, scope 1 et scope 2, l'activité que l'on maîtrise, celle que l'entreprise fait en propre. Il s'agit de temps en temps d'un entrepôt, d'un dépôt, d'une usine pour ceux qui font de la manufacture, d'un siège social, des bureaux et puis d'un stock de produits finis. Et puis, on a tout le reste qui est sous-traité. On a une tendance à sous-traiter toutes les activités qui ne sont pas des activités core business. Ça va contenir beaucoup de choses comme la production des matières premières, les achats de composants, toute la chaîne logistique amont autour de tout ceci. Je passe sur les déchets, le transport des salariés et les voyages d'affaires. Mais on a aussi la chaîne aval, c'est-à-dire la distribution des produits, supply chain aval, transport sur vente, l'utilisation des produits pendant toute leur durée de vie. Certains produits émettent du carbone pendant les 2 ans, 5 ans, 10 ans, 25 ans d'utilisation, et la gestion de la fin de vie de ces produits. Cette décomposition en scope 1, scope 2, scope 3, c'est celle que vous retrouvez dans vos bilans carbone. Alors, si on peut passer sur le slide suivant, vous allez voir qu'on a a priori des complexités assez similaires par rapport au problème que vous a présenté Tiffaine. C'est que le scope 3, à part si vous possédez votre propre réseau, ce qui est le cas par exemple de la collecte ou de la distribution de l'eau dans les villes ou des transports en commun, c'est donc les 2 premières barres sur ce graphe-là. Toutes les autres entreprises ont 80 à 99% des gisements de carbone qui sont dans ce scope 3, le scope 3 qui est donc la sous-traitance. Donc, aller décarboner se heurte à un premier problème, c'est qu'il faut aller décarboner des sujets que l'on maîtrise moins, puisqu'ils sont sous-traités. Et des fois, ils sont sous-traités sur des fournisseurs de rang 1, mais parfois de rang 2, de rang 3, etc. Donc, une fois qu'on a identifié ce premier point, on peut peut-être aller voir sur le slide suivant. On va parler de méthodologie. Alors, la première phase dans la méthodologie, c'est d'aller mesurer. Donc ça, vous l'avez fait sur votre bilan carbone pour la plupart d'entre vous. Vous en avez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. On a vu des entreprises qui avaient fait des bilans carbone dès 2018, dès 2017. Au fur et à mesure que cette mesure est déployée, on se rend compte de l'ampleur de la tâche, ne serait-ce que de la collecte des données. Et pour faire un focus sur la supply chain transport et
pour le cas de ce webinaire du transport intercontinental. On va pouvoir, cartographier son plan de transport et commencer à identifier les gisements de carbone. Donc, cette première étape d'identification, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que aller travailler sur des endroits où 0,1% du total est en jeu, ça n'a pas ou peu d'intérêt d'aller y déployer beaucoup d'énergie puisqu'on va travailler sur des tout petits leviers. Aller identifier les endroits où il y a des énormes gisements et des énormes effets de levier, c'est ça qui permettra d'aller décarboner l'activité de l'entreprise en général et la société en allant au-delà. Une fois qu'on a travaillé sur cette partie-là, et donc il faut travailler ici avec vos experts, vos opérateurs, pour les mettre en parallèle avec ces gisements de carbone, des solutions. Donc là, il s'agit clairement d'une expertise opérationnelle, et on va avoir deux types de solutions, des solutions technologiques et des solutions organisationnelles. Alors tout ce qui est derrière la tech, c'est assez simple, c'est celle que vous avez probablement entendu parler, dont vous avez entendu parler depuis très longtemps et qui font parfois le buzz dans les médias. On va parler des énergies, l'hydrogène, l'électrique, les biofuels, le GNL, etc. On va parler des motorisations, on va parler des véhicules avec de l'hydrodynamique, aérodynamique, etc. C'est toutes ces solutions qui vont travailler sur l'efficience énergétique des moyens de transport en général. Et les solutions organisationnelles, c'est plutôt la réduction. On va devoir à un moment parler de sobriété, mais surtout, et en tout cas, c'est des solutions qu'on pousse beaucoup plus auprès des acteurs du transport intercontinental, les alternatives. Comment faire différemment? Comment orchestrer sa supply chain différemment pour continuer à remplir ses objectifs de performance. Donc, une fois qu'on a identifié toutes ces solutions, il faut travailler sur un calcul d'impact. Donc, ce calcul d'impact, de la même manière, c'est un sujet sur lequel vos partenaires opérationnels sont capables de vous accompagner. On va parler des impacts en termes de délai et de coût, assez classiquement. Mais on va aussi travailler sur des impacts en termes de cash immobilisé, de complexité de la supply chain, voire de gestion du risque. Quand on complexifie, généralement, ça rajoute aussi du risque. Et la mise en parallèle de ces impacts avec les gains en carbone vont permettre de créer des arbitrages et de passer à la décision. Donc, méthodologie assez simple, où on est, où on veut aller, comment on y va, et mise en œuvre des solutions avec une vérification qui peut se faire de manière trimestrielle ou annuelle sur est-ce que j'ai progressé depuis la dernière fois, chose qui permet de déclencher le mouvement. Moi, je vous engage en tout cas à déclencher ces alternatives le plus tôt possible, puisque la décarbonation, c'est en le mettant en œuvre le plus tôt possible qu'on aura une pente moins raide et déclencher des actions très tard seront peut-être assez douloureux à mettre en œuvre. Alors, j'ai deux slides pour vous mettre ça en perspective jusqu'avant qu'on passe aux questions. Et on a pris des cas réels. Donc là, on est sur un cas de décélération par de l'aérien d'un acteur qui importe beaucoup de produits depuis les États-Unis sur la France, dans la région d'Orléans, je crois à peu près. Et ce client faisait du transport exclusivement en aérien parce que il est soumis à des influences extérieures et à une incapacité à prévoir, à anticiper, en tout cas utiliser des moyens de transport plus lents. On a travaillé donc avec ce client-là pour segmenter sa supply chain, puisque cette réponse de dire tout est urgent, tout est premium, n'est pas toujours vrai. Et dans la segmentation de la supply chain, on s'est aperçu qu'il y avait des produits qui étaient des best-sellers, des produits qui étaient en gamme. Et ces produits qui étaient en gamme, en travaillant un peu sur la visibilité, on pouvait décélérer et donc passer d'une solution aérienne qui aurait fait donc l'origine jusqu'à un des aéroports de New York
jusqu'à Paris-Charles de Gaulle et à livraison à Roissy, d'anticiper et de faire ça en maritime. Et en maritime, un des terminaux portuaires de New York jusqu'au Havre et à destination. Les expéditions ne sont pas les mêmes, hein. On n'envoie pas 15 tonnes d'un coup en aérien. Le principe de l'aérien, c'est justement pour pouvoir le faire avec des plus petits lots, mais de manière beaucoup plus fréquente. Et donc, on a calculé l'empreinte carbone de chacune des expéditions pour pouvoir le ramener à l'émission de carbone par kilo de produit, quatrième colonne. Et vous voyez que ça génère une décarbonation de l'ordre de divisé par 50, moins 98%. Et cette décarbonation, c'est une décarbonation qui se paye en délai. C'est-à-dire que vous allez gagner de l'argent en décarbonant. 9 à 10 jours. Alors, ce n'est pas le temps de vol de l'avion, je le dis à chaque fois, hein, c'est le temps order to delivery, hein, l'anticipation de la commande, la préparation de la commande, toutes les fenêtres dites de closing qu'il faut avoir d'un côté, l'orchestration de la livraison, du passage de la douane en elle-même, etc., etc. En aérien, c'est 9 à 10 jours et en maritime, sur cet axe-là, au moment du business case qui date d'il y a 4 mois, 42 jours. Et pour un coût qui est plus faible, puisque le maritime coûte moins cher que l'aérien, ramené à la tonne de carbone évitée, on aurait donc un coût de la décarbonation qui serait négatif. C'est-à-dire que si vous avez entendu le MACF avec des coûts de la tonne de carbone, ici, vous évitez une tonne de carbone et en plus, vous économisez de l'argent puisque la solution vous fait payer la décarbonation en délai. Alors, ce délai peut être compensé par de la visibilité, ce délai peut être compensé sur du stock avancé, considérer le conteneur maritime comme un stock flottant pour pouvoir continuer à asseoir ses promesses clients sur cette partie-là. On a plein de solutions pour accompagner ce business case de décarbonation et c'est ce qu'a fait notre client. Deuxième business case, c'est un autre flux sur lequel c'était plus une exploration de toutes les alternatives possibles. Donc ici, on est sur un flux qui nous fait du Wuxi à l'origine sur la droite, jusqu'à Reims, destination sur la gauche. Je vous ai mis une jolie petite loupe pour qu'on puisse voir de quoi on parle. Et notre client ici avait une vision assez binaire des modes de transport. C'est soit en maritime, et quand ça ne pouvait plus être transporté en maritime pour des questions de retard fournisseur, pour des questions d'urgence, etc., ben, c'était de l'aérien. Et donc, entre le maritime et l'aérien, quand s'est passé le problématique de la mer Rouge, il y a eu une grande désorganisation et notre client s'est posé la question parce qu'il apparaissait de manière assez évidente que quand une ou deux palettes loupaient le bateau, en partant en avion, elles allaient arriver plus vite que le bateau lui-même à destination, ce qui était un comble pour un fournisseur en retard, et que ceci allait se payer et en euros et en carbone, ce qui a été le déclencheur de cette réflexion. Et donc, on a travaillé sur un panorama, et c'était sur ce mois de janvier, de toutes les solutions possibles de décarbonation. Et vous voyez que vous avez sur cet axe-là l'aérien qui est extrêmement carboné. Et si jamais vous voulez faire des urgences par rapport au maritime, eh bien, vous avez des alternatives, en tout cas certaines qui sont présentes ici, faire du Sea Air, c'est-à-dire du maritime jusqu'au Moyen-Orient, ici Dubaï, et ensuite de l'aérien. Et là, vous faites déjà moins 50%, moins 52% sur la décarbonation. Et votre palette, qui était peut-être une semaine en retard, va mettre 25 jours pour arriver. Et donc, vous allez être en situation d'avoir votre marchandise en temps et en heure, puisqu'elle arrivera avant votre bateau quand même. Vous pouvez faire du rail. Donc, le rail, moins 96%, alors avec tout un ensemble de limites par rapport à la traversée du territoire russe qu'il convient d'encadrer.
Et puis, vous avez le maritime, qui était la solution la plus décarbonée, hein, toujours avec un facteur divisé par 50, moins 98% sur cet axe-là, qui est à peu près stable sur les longues distances comme celle-ci. Et dans tous les cas ici, on décarbone en payant en délai et par rapport à l'aérien, ou en tout cas, si on veut des flux d'urgence par rapport au maritime, on s'aperçoit qu'on a une palette assez large de solutions de décarbonation et aller éviter quelques tonnes de carbone peut se mettre en œuvre par ces solutions organisationnelles. Là, on voit bien que pour expédier en aérien, 9 kg de carbone par kilo de produit transporté, c'est extrêmement fort par rapport au rail ou au maritime où on est à 0,3, 0,2 kg de carbone par kilo de produits transportés. Donc voilà ces deux exemples qu'on voulait amener à votre connaissance pour vous montrer que au-delà de la partie compliance à ce tsunami réglementaire qui va à la vitesse du législateur, ces temps-ci qui tire un peu plus vite que son ombre sur plein de sujets divers et variés. On a aussi en parallèle tout un ensemble de solutions qui permettent d'aller remplir les objectifs de décarbonation, les objectifs RSE, tout en gardant, tout en préservant les objectifs de performance de la supply chain. Et sur ces solutions-là, évidemment, il y a des grandes réflexions et des grandes thématiques, mais il y a aussi une approche sur mesure qui peut être abordée avec vos partenaires. Merci David. Alors on a une question et une affirmation. On a une question de Patricia dans le chat alors, qui nous dit « Nouveau métier, point d'interrogation, suite à ta présentation sur la décarbonation ». Effectivement, je pense que ça doit faire émerger de nouveaux métiers, de nouvelles expertises. Alors oui, c'est un métier qui est un métier de défrichage, hein, puisque tout ceci, on n'en parlait pas il y a 4-5 ans, et puis dans 4-5 ans, j'imagine que ça sera beaucoup plus monté en maturité auprès de tous les acteurs, mais c'est un métier de conseil. Et dans ce métier de conseil, il est extrêmement important d'identifier dans les solutions des solutions opérées par les vrais acteurs, puisqu'il s'agit là, ici, de travailler sur des solutions qui sont réellement disponibles, qui sont réellement opérables et qui sont opérables à l'échelle. À la différence de tout un ensemble de choses qui ne se retrouvent que dans la presse et qui sont difficiles à opérer tous les jours. Donc oui, c'est un nouveau métier. Et puis alors l'affirmation, si ça y est, j'ai fait afficher le chat de mon côté. La solution de rail par la route de soie fonctionne très bien avec des arrivées à Duisbourg, Paris ou Anvers. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est clair que on a vu au début de la guerre en Ukraine apparaître ce qu'on appelle un middle corridor, hein, qui passait par Bakou, la Turquie, et puis qui remontait de la Turquie soit en camion, soit avec un bateau qui arrivait à Sète pour pouvoir continuer ce chemin-là. C'est une route dont la maturité technologique, hein, les infrastructures est moindre. Le marché est revenu au bout d'un certain temps sur les routes du Nord, qui arrivent à une ville qui est facile à retenir, qui s'appelle Brest. Brest-Malazevice, le croisement entre la Pologne et la Biélorussie, et qui finissent par des plateformes bimodales, trimodales, quadrimodales qui sont en Europe, dont Duisbourg est une plateforme très très forte, mais aussi Dourges et tout le réseau de distribution qui existe. Alors ça existe, je vois apparaître des termes en container complet, FCL, mais aussi en offre à la palette, puisque nous, par exemple, c'est un produit que nous offrons à nos clients de le faire en plateforme de consolidation. Alors, une question de Jérôme là c'est assez supply chain comme vision. C'est clair que lorsque on augmente le temps de transport, on va avoir des impacts sur les autres indicateurs de performance de la supply chain. Et ce temps de transport, il peut être compensé par de la visibilité. Hein, lorsqu'on a un transport assez long, on peut avoir des plateformes maintenant. Tous les
moyens de transport sont géolocalisés d'une manière ou d'une autre et votre transitaire peut vous offrir une plateforme de visibilité sur ce point-là. Mais dans le calcul des stocks de sécurité, dans les calculs de prévisibilité, ben, il faut prendre en compte ces délais, ces éventuels aléas pour pouvoir se protéger, ne serait-ce que lorsqu'on a des ventes fermes qui sont à appuyer dessus ou des arrêts de chaîne de fabrication pour pouvoir ajuster sa supply chain. Alors, je vois qu'il y a des délais là qui ont été constatés, notamment sur les Xi'an vers Paris en temps de transit. On a des durées qui sont extrêmement variables selon les moments de congestion, puisque chaque moyen de transport, chaque mode de transport fait a ses propres aléas. On constate ces temps-ci, alors je vais reprendre de l'autre côté, je vois que c'est plus à l'écran. Donc en rail, voilà, moi j'avais mis 35 jours dans le order to delivery qui prenait en compte le fait de provisionner le container vide, d'aller le positionner chez le client à l'import, ici à l'origine à Wuxi, de le ramener jusqu'à Yiwu, puis à partir de Yiwu, arriver jusqu'à Duisbourg, puis ensuite livrer le client à Reims. Donc c'était une vision dédiée pour ce client-là. Alors, nous n'intervenons pas sur tout produit et en particulier si on est toujours sur le rail, je prends la question de Patricia, il y a ici un certain nombre de restrictions pour passer à travers la Russie pour transporter via le rail. Il y a la question, par exemple, des piles au lithium est un exemple très particulier. Et puis, pour faire le lien avec la thématique de Custom Bridge, la question des biens à double usage, et tout ce qui pourrait servir la Russie en détournant le produit est scruté avec une très grande attention par toutes les autorités. Ok, merci David. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions dans le chat. Je remonte peut-être un petit peu, voir si on n'a pas eu des questions qu'on n'a pas traitées, notamment sur la partie Tiffen. Non, j'ai l'impression qu'on a tout traité. Bon, en tout cas, si on a loupé des questions, on y répondra à l'issue du webinaire et on vous les enverra sur la présentation. On va rester encore 2-3 minutes si vous avez des questions de dernière minute. En tout cas, merci David, merci Tiffen pour votre expertise. Et merci à tous pour votre participation. On reste encore quelques minutes. Si vous avez... Ah, Sonia a levé la main. Peut-être que Sonia, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole directement au micro. Réjeanne aussi a levé la main. Je ne sais pas si c'est une erreur pour nous dire bonjour, merci, ou si c'est pour poser la question. C'est peut-être un pouce. Non, c'était une erreur. C'est Sonia. Ça marche. Excusez-moi. Ok. Ok, bah, pas de questions. Alors, Marion, je ne suis pas encore dans le monde de la douane, donc je ne percute pas forcément sur tout, mais j'ai appris pas mal de choses. Bah, c'est super. C'est fait pour ça. En tout cas, les Hockey Days sont faits pour ça. Merci encore, David et Tiffen, d'avoir décrypté ces sujets qui sont très complexes, et notamment pour les personnes qui sont encore novices dans la douane et dans la supply chain. Donc, c'est vrai que c'était très intéressant et très instructif. En tout cas, n'hésitez pas à regarder à nouveau le replay pour bien capter toutes ces réglementations et puis tous les exemples que David et Tiffen ont pu vous mettre en avant. Je ne sais pas si vous avez d'autres... Oui, oui, bonjour Hélène. Désolée, hein, j'avais cliqué, j'avais levé la main, mais je n'arrivais pas à activer mon micro. Oui, c'était parce que j'avais posté une question à l'intention de Tiffen pour je crois que c'est MACF déforestation, sur les due diligence qu'on doit demander, ça doit être sur la déforestation, sur les due diligence on pourrait demander aux fournisseurs UE. Est-ce qu'on doit les demander même si on ne réexporte pas les produits finalement? En fait, on achète. Non, parce qu'en fait, vraiment, l'interaction, c'est la mise sur le marché. Donc, s'il vous l'a vendu, c'est que lui, il a normalement réalisé ses obligations en termes de mise sur le marché. Donc, si après, vous n'avez pas enfin, si vous ne comptez pas exporter, vous
plus d'obligations, parce que les obligations, c'est bien mise sur le marché et exportation. D'accord, c'est clair. Merci beaucoup, Tiffany. Je vous en prie. Merci Réjeanne. Et j'en profite également le temps, comme on a encore 2-3 minutes. C'est vrai que toutes ces réglementations, c'est souvent ce qu'on nous parle, et je crois que quelqu'un a fait le commentaire de dire que c'était pas vraiment douane, mais que ça pouvait être d'autres services. Alors effectivement, ça peut être d'autres services de votre entreprise qui prennent ces sujets en main, donc notamment le MACF, parce qu'on peut être sur un peu le service qualité, par exemple, RSE, etc. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est fondé sur des données douanières. Et donc, peut-être que vous, votre rôle, c'est pas forcément de remplir le rapport MACF, mais par contre, votre rôle en tant que douanier au sein de l'entreprise, c'est d'identifier les produits et les flux concernés. Voilà. Donc, un point de vigilance, il y a une répartition qui doit être faite au sein de votre entreprise. Effectivement, ça doit être clair et ça doit être bien déterminé en interne. Mais voilà, ce sont des données douanières qui doivent être sécurisées par le service douane, donc du moins la personne en charge des questions douanières. Merci Tiffany. Sandrine a levé la main. Est-ce que vous avez une question? Vous pouvez prendre la parole directement. Oui, bonjour, bonjour Tiffany. J'aurais deux questions. Tout d'abord, merci pour cet échange. La toute première question, c'est est-ce qu'on imagine revoir le périmètre de champ d'application MACF, puisqu'aujourd'hui le montant est de 150 € et vu les contraintes administratives et la lourdeur administrative que cela génère pour les petits importateurs, Oui. est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose dans les tuyaux en termes au niveau de l'Union européenne? Oui, alors effectivement, il y a quelque chose, c'est en débat. Il y a aussi toute une question sur une exonération au niveau du poids, parce qu'il y a la valeur, mais il y a aussi le poids de la marchandise. Et sous-entendu, quand quelque chose est petit, normalement, les émissions de CO2 derrière sont plutôt faibles. Donc effectivement, il y a plusieurs éléments qui sont en discussion, parce que c'est remonté, hein. La Commission a pleinement conscience des obligations qui pèsent sur les opérateurs et des contraintes qui pèsent sur eux. Et donc, oui, il y a pas mal de discussions là-dessus pour rationaliser un petit peu et en fait peut-être se concentrer essentiellement sur les gros émetteurs de CO2. Très bien, merci. Et merci beaucoup. Et concernant EUDR, vous venez de préciser à la précédente question que c'était uniquement pour les produits exportés. Mais comment pouvons-nous procéder lorsque nous allons vendre un produit concerné sur le marché européen dont on ne connaît pas forcément la destination finale? Alors après, j'ai dit que c'est à l'exportation lorsque la mise sur le marché a déjà été faite, hein. Parce qu'il y a vraiment deux facteurs, c'est à l'entrée dans le territoire, mise sur le marché, et à la sortie, exportation. Donc, il faut forcément que ce soit fait. Si vous achetez auprès d'un fournisseur européen, vous achetez et que vous revendez, mais vous ne savez pas si c'est à l'export, en fait, ce n'est pas votre responsabilité de collecter les informations. C'est-à-dire que vous, la mise sur le marché a été faite et l'exportation n'est peut-être pas à charge à votre acheteur, à votre client de vous demander les informations nécessaires aux besoins. Sauf si on transforme le produit. C'est-à-dire, par exemple, je prends un produit A que j'achète sur le territoire européen et moi, je remets un produit B sur le marché. À ce moment-là, je devrais m'enregistrer pour chaque lot de produits ou uniquement par type de produit? En fait, c'est par produit. En fait, si vous exportez un nouveau produit, effectivement, vous devez, lors de la déclaration d'exportation, lier à une déclaration de diligence raisonnée. Mais la diligence raisonnée, elle peut être faite pour un produit, plusieurs produits. Enfin, vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois, en fait. D'accord. Une fois qu'elle est faite, elle est faite. Vous êtes assuré qu'il n'y avait pas de déforestation et que c'était conforme à la législation. Très bien. Je vous remercie pour ces précisions. Je vous en prie. Belle fin de journée. Dernière petite question avant de finaliser ce webinaire. Oui. Donc, je pense que c'est une question aussi pour Tiffany. Comment est calculée la taxe carbone? Est-ce que la liste des produits concernés risque d'être élargie? Donc, il y a déjà un petit peu répondu. Oui. Alors, la taxe carbone. Donc, effectivement, la taxe carbone, donc c'est plutôt les certificats MACF seront indexés sur le prix parce que vous savez qu'actuellement, dans le système d'échange de quotas européen, c'est aux ventes aux enchères. C'est-à-dire que le prix fluctue. On est environ à 80 € la tonne en général. Ça peut être un peu moins, max 100 €. Et du coup, là, pour les certificats MACF, il n'y aura pas ce système de vente aux enchères. Il ne sera pas possible de racheter et vendre entre opérateurs. Ce sera uniquement avec la Commission européenne. Et dans ce cas-là, le prix sera indexé sur la
valeur moyenne du quota de la semaine dernière au sein du SEQ. Voilà, je suis assez clair. Donc, ça va, on sera sur les environ 80 € la tonne, normalement. Il n'y a pas de changement. Et pour la deuxième partie de la question, oui, la liste, normalement, va être élargie. L'idée, c'est d'avoir un miroir total entre les produits qui sont visés par le système européen et les produits visés par le MACF pour éviter une distorsion en fait, de concurrence et voilà, que ce soit vraiment pleinement un vrai miroir, quoi. Symétrique. Et si je peux compléter en 1 minute, en effet, la taxe carbone actuellement oscille entre 60 et 80 € avec un maximum à peu près à 100 €. Je crois qu'il y a même un plafond avec une pénalité si c'est pas déclaré, si c'est mal déclaré à 100 €. Ce qui peut faire des millions lorsque on est très exposé à ceci, notamment à travers le MACF. Et ce qui renvoie immédiatement au sujet solutions. Vous avez vu qu'il y a des solutions et que ces solutions-là peuvent être avec des prix très variables. Les solutions technologiques, plus on va chercher une technologie émergente, plus on va avoir un prix à la tonne de carbone évité qui va être disqualifiant. Si on prend un camion électrique pour aller faire du transport, etc., on va probablement le faire pour de l'image, et on peut se retrouver avec une décarbonation à 1 000 € la tonne de carbone, même 4 000 € la tonne de carbone sur ce point-là. Et vous avez vu que quand vous payez votre décarbonation en décélérant, c'est-à-dire en ayant réfléchi à une manière différente d'opérer, vous pouvez gagner de l'argent en décarbonant, c'est-à-dire réduire le coût global de votre transport et avoir une décarbonation qui sera avec un coût négatif et donc autant de coûts MACF concernés qui n'existeront pas parce que vous aurez décarboné le transport. Merci David. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vois qu'il y a encore une ou deux questions. Il y a une question très rapide de Sophie. Est-ce que le RDE peut faire la déclaration MACF pour le compte du chargeur? Ça, on en a déjà parlé, mais tu peux peut-être le rappeler. Alors, uniquement en cas de représentation indirecte et si le déclarant, le RDE, accepte d'être le déclarant MACF. Ce qu'on anticipe, ce qui n'arrivera pas ou très peu. Donc voilà, donc il y a deux conditions. Un, être en représentation indirecte. Deux, le RDE accepte d'être le déclarant MACF pour la société. Merci Tiffen. Et alors, dernière question, on termine avec celle-ci et ce sera pour David, je pense. 80 € la tonne, c'est le coût de la taxe carbone actuelle ou le coût de l'achat du quota préalable à l'import achat à compter de 2026? Alors, comme ça varie dans le temps, ma réponse va varier dans le temps, mais Tiffen vous l'a mentionné, les quotas MACF vont être assis sur cette taxe carbone qui s'appelle ETS, Emission Trade Scheme en anglais.